Alors les amis, on reprend le cours sur la cyberguerre, c'est la partie 11 et on va voir le contournement des restrictions sortantes. On va se remettre dans la tête d'un hacker étatique qui travaille pour le renseignement militaire, qui travaille pour les armées, qui travaille pour le renseignement tout court, puisque on a de nombreuses agences en France ou ailleurs. Et le but, c'est de comprendre un niveau au-dessus de compréhension, un niveau au-dessus d'un pentester, un niveau au-dessus d'un gars qui fait du VA, des vulnerability assessment, qui détecte les failles, un niveau au-dessus d'un red teamer. Après les red teamers, on a l'armée, tout simplement. Et après, on a les hackers étatiques qui font du ransomware, qui font de la guerre de l'information, la guerre de 4e génération, la G4G, qui sabotent, qui détruisent, qui perturbent. D'accord? Alors, contournement des restrictions sortantes. Toutes les méthodes précédentes que je vous ai présentées permettaient en effet à l'attaquant d'accéder à un seul ordinateur du réseau. Mais cela ne résout toujours pas le problème de la communication avec cet ordinateur. Le réseau peut autoriser l'accès sortant, mais cet accès peut être aussi restreint. La première façon en fait de restreindre l'accès consiste à utiliser un logiciel exécuté sur l'ordinateur hôte, tel qu'un logiciel de contrôle parental. Ce type de logiciel surveille toutes les connexions sortantes et les autorise, les bloque ou invite l'utilisateur à demander quoi faire. On a beaucoup de produits de sécurité dite personnelle. Kaspersky Internet Security, McAfee Internet Security utilisent ces méthodes. Ok? Le processus X, Y, Z essaye de se connecter à www.totolehacker.com. Souhaiterez-vous autoriser ce processus? Ainsi de suite. L'attaquant, en fait, il peut compter sur l'utilisateur pour cliquer sur autoriser. On va lancer des attaques d'ingénierie sociale. Ok? Je vais me faire passer pour un gars qui travaille dans les équipes techniques de l'entreprise. Je vais faire un grand sourire à la dame ou au monsieur qui est assis. Je vais attendre 11h45 et je vais aller vers son poste. Je vais être à l'aise, détendu. Je vais parler avec une voix suave et je vais lancer mon attaque d'ingénierie sociale. Je vais la regarder droit dans les yeux et je vais lui dire, écoutez, on doit migrer votre compte. On a fait une mutation sur Citrix. J'ai besoin pas de votre mot de passe, juste que vous me laissez quelques secondes votre ordinateur. Je vais faire des modifications sur votre profil nomade Windows. Vous allez tout faire pour embrouiller la personne. Vous allez utiliser du jargon technique. À partir de là, le cerveau de la cible se met en stase. Ok? C'est quelque chose qu'elle ne comprend pas. Plus vous allez être gentil, plus vous allez être souriant, plus vous allez gagner sa confiance, plus vous allez être technique, plus vous allez pouvoir manipuler votre cible. Tout simplement parce que c'est un monde qu'elle ne connaît pas. Vous allez lui dire, allez manger tranquillement. Je vous propose de reprendre le travail à 14h. J'aurai fini mes opérations. J'aurai besoin juste de quelques minutes. Si vous voulez, vous pouvez rester avec moi. Je vais vous montrer ce que je vais faire. 99% du temps, la personne vous regarde et vous dit non, je vais aller manger, il n'y a pas de problème, monsieur. Je vous laisse faire votre travail. D'accord? Vous la remerciez poliment et vous lui souhaitez bon appétit. Vous avez un accès sur la machine. D'accord? C'est des techniques qu'on utilise en rouge tout le temps. Tu dois te fondre dans le décor. Tu dois pouvoir rentrer dans les salles serveurs, voler des badges. Tu dois intercepter les communications, lancer ton responder, lancer ton Wireshark, sniffer les paquets réseau. D'accord? Mais pensez que c'est bien de faire le malin. Tu es le hacker dans l'entreprise. Le DSI, le directeur de la sécurité des informations, t'a payé pour faire ce boulot. Mais ça veut pas dire que tu fasses n'importe quoi. D'accord? Je te donne un exemple. Tu travailles sous couvert. Tu as infiltré l'entreprise. On t'a payé pour ça. Ok? Tu travailles en marketing. Tu comprends bien que les gens qui travaillent en marketing ou qui sont à la facturation ou à la comptabilité, ils n'ont pas les connaissances informatiques que toi tu as. Et ça sera le meilleur moyen de te faire péter par les équipes bleues, par le blue teaming. Parce qu'une bonne équipe de blue teaming, si jamais tu commences à lancer des scripts PowerShell sur une machine qui t'appartient pas, elles vont se poser la question, est-ce que Janine, qui travaille à la facturation, vraiment, elle est capable de lancer des scripts PowerShell pour faire de l'énumération sur notre SI? Tu vois bien qu'il y a des problèmes.
Donc c'est bien de savoir infiltrer, c'est bien de savoir utiliser l'ingénierie sociale pour manipuler les gens, puisque c'est ton boulot. Ok? Tu fais pas ça par plaisir, tu fais ça parce qu'on t'a payé pour faire ce boulot. Mais n'oublie jamais que tu dois rentrer dans la tête de ton client, tu dois rentrer dans la tête de ta cible. Et ta cible, elle n'y connaît rien. Donc si tu lances trop de scripts, si tu te fais remarquer par les équipes bleues, eh ben c'est là que tu vas te faire péter. Si tu y arrives, eh ben on va attaquer directement le logiciel qui est basé sur la machine. Ok, on va tenter d'empêcher parfois le message d'apparaître. Ok, si je le fais à distance, on a via les interfaces de programmation Windows, je peux te cacher des fenêtres. Ok, je peux lancer une attaque, tu verras jamais les lignes de commande qui vont pirater ton ordinateur. C'est tout l'art d'être furtif, de voler sous les radars, tout le temps, tout le temps. C'est une prérogative quand on fait du red teaming. Tous les logiciels qui sont basés sur l'autre sont un moyen aussi de remplacer. Hein. Si jamais il y a un accès complet au système, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver des failles dans le Windows. Ok? Techniquement, au boulot, qu'est-ce que je fais? Je vais faire très souvent, c'est du unquoted pass. Hein. Tu sais que dans programme file, programme x86, les deux programmes files que tu as à la racine de Windows, si jamais les programmes que tu as installés, ils ont des espaces, je vais pouvoir lancer un type d'attaque je vais créer un virus, une charge utile militarisée, et plutôt que lancer citrix.espace-serveur.exe, ça va lancer mon Citrix. Il suffit que je le place à un bon endroit. Je vous ai posté le retour d'un red teamer, d'ailleurs, dans la partie communauté. Honnêtement, c'est les techniques qu'on utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours. Unquoted pass, ça me permet de prendre les devants et de pousser Windows à exécuter non pas le programme originel, mais le programme original que moi je lui donne. Et ce programme original, t'as bien compris, c'est un virus. D'accord? Donc, les programmes, parfois, on peut les désinstaller. Je vais me servir du programme de désinstallation pour réparer le programme et au lieu de récupérer les câbles, les MSI, les fichiers qui permettent la réparation du programme, je vais injecter dans ces fichiers un nouveau virus. Le programme essaye de se réparer, de se désinstaller. En fait, il va se pirater et il va me donner l'accès à la machine. Si le programme a les droits NT Authority System pour être réparé, modifié, désinstallé, c'est une porte dérobée dans le système que je vais venir exploiter. Donc les premières versions des produits de sécurité personnelle n'empêchaient pas les utilisateurs locaux d'ignorer leurs paramètres. Hein. Les listes d'accès n'étaient pas chiffrées et pouvaient être modifiées. Pour ajouter des logiciels malveillants, les invités de l'utilisateur pouvaient être fermés en ligne de commande, directement par le programme malveillant en usurpant des clics souris. Les entreprises, elles ont compris, elles ont tiré des leçons de tout ça. Et maintenant, les programmes de sécurité, heureusement, sont beaucoup plus sécurisés. McAfee, Kaspersky, Symantec, elles se prémunisent contre cette faiblesse. Nous, notre travail, c'est de trouver les failles dans les antivirus, comment les exploiter, comment les contourner. Et il y a toujours une solution. Mais la solution devient de plus en plus complexe. D'accord? Le but, c'est d'empêcher les utilisateurs, même les utilisateurs privilégiés, de désactiver facilement leur logiciel. Le premier truc que tu dois faire, par exemple, sur ton antivirus, c'est de mettre un mot de passe. Sinon, n'importe qui peut aller dans les paramètres, désactiver l'antivirus. S'il y a un mot de passe, ça complique la tâche au hacker. Tu comprends ça? En fin de compte, c'est pas que conduire une guerre d'usure, parce que là, on parle de cyberguerre continue, dans laquelle à tout moment, une partie va gagner. C'est une guerre d'usure dans les deux sens, ok? Les rouges essayent de faire une guerre d'usure avec les bleus. Les bleus essayent d'endiguer la cyberattaque, de mettre des bâtons dans les roues, et c'est également une guerre d'usure avec les rouges. La deuxième façon de restreindre l'accès consiste à utiliser un logiciel ou un matériel sur le réseau, tel qu'un pare-feu ou un serveur proxy. Un pare-feu, en fait, il autorise ou refuse
le trafic réseau en fonction d'un ensemble de caractères tels que le type de trafic ou la destination. Un proxy, en fait, il sert d'intermédiaire entre un ordinateur et la destination réseau souhaitée. Très souvent, quand tu lances une cyberattaque, tu vas utiliser par des serveurs mandataires. Les proxys sont des serveurs mandataires. Ils vont masquer en partie ton ordinateur et la destination réseau qui est ciblée, qui est souhaitée. D'accord? Donc modifier ou outrepasser les restrictions réseau, c'est pas aussi simple que d'attaquer en fait un logiciel directement sur la machine. L'attaquant, il doit accéder au périphérique réseau lui-même. Compte tenu de la diversité de la configuration du réseau et des types d'appareils, il est difficile de faire ça en aveugle en fait. Avec un programme, un logiciel pré-programmé, un script, ça marche pas comme ça. C'est très rare. Les attaques qui marchent tout le temps, c'est les attaques en utilisant les drivers de votre souris, les drivers de votre clavier. D'accord? On va utiliser l'interface homme-machine et à partir de là, ouais, comme plein d'outils. L'USB Bunny de Hack5, ça fait ce type d'attaque. Et là, vous pourrez contourner en effet quoi? Les antivirus. Mais sans ça, par conséquent, il faut apprendre à contourner les périphériques réseau. C'est notre métier. C'est ce qu'on nous apprend. C'est ce que vous devez apprendre à un certain niveau. L'attaquant, généralement, il doit établir un canal de command and control. D'accord? Un canal auxiliaire vers l'extérieur. Je suis dans le réseau de ma cible et je dois prendre des décisions intelligentes. Je dois communiquer avec mon serveur de command and control. Il y en a un ou plusieurs. J'utilise des noms de domaine. J'utilise plusieurs serveurs et je vais installer ces serveurs, des serveurs dits bulletproof. Ok? Typiquement, c'est des serveurs qui sont dans des zones de non-droit, qui sont sur des stations pétrolières dans les eaux territoriales internationales, donc pas territoriales mais internationales, autant pour moi, ou dans d'anciens bunkers, dans des pays un peu louches. On en avait beaucoup en Russie, on en avait beaucoup en Ukraine. Et en ce moment, pour lancer des cyberattaques, on se mêle dans le bruit du conflit. Il y a une guerre en Ukraine, il y a une guerre en Russie. On se sert des serveurs ukrainiens, des serveurs russes pour lancer des cyberattaques. D'accord? Et on aura ce principe de non-attribution. Tu peux pas m'attaquer. Je suis pas, moi, français, en train de faire des cyberattaques. C'est un serveur russe, c'est un serveur ukrainien qui a attaqué ton serveur. Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu m'agresses? Moi, j'y suis pour rien. On en revient à ce que je te disais dans le renseignement, le déni plausible. Je n'y suis pour rien. Amène-moi des preuves. T'as aucune preuve? Donc tu racontes de la merde. Donc ferme ta gueule. Tu vois comment je te prends de haut, comment je te démonte, comment je démonte petit à petit toutes les preuves. T'as aucune preuve? Je démonte une par une. Et j'ai tout le temps cette technique. Je suis qu'un pauvre YouTuber YouTube. Pourquoi tu crois que je vais aller attaquer tel ou tel serveur à l'autre bout du monde? Moi, je fais que des vidéos sur YouTube. Ok? Ça, c'est le déni plausible. Ensuite, plutôt d'affronter le problème, l'attaquant va essayer de l'éviter en établissant des connexions sortantes via des protocoles réseau autorisés, des mails, des messages Facebook, des messages instantanés, peu importe. Je t'ai dit que les réseaux sociaux pouvaient servir de serveur de command and control. Je peux envoyer des messages à des comptes que j'ai créés, des sock puppets sur Twitter, et Twitter va relayer l'information. Je vais exfiltrer des informations d'un serveur, et Twitter va me servir de relais, va renvoyer ces informations encodées à mon serveur de command and control. On se sert des réseaux sociaux. Les agences de renseignement se servent des réseaux sociaux pour faire des cyberattaques. Ok? Ils vont se servir de ton ordinateur pour faire une cyberattaque. Donc pour nous, cela réduit le problème de l'attaque au niveau des périphériques réseau à la simple détermination du type de trafic réseau autorisé. Et c'est un problème assez facile en fait. Tu sais que techniquement dans une entreprise, t'as quoi? T'as des gens qui ont besoin de se connecter à Internet. Les salariés ont besoin de se connecter à Internet. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais masquer mon réseau, mes canaux d'exfiltration de mon serveur de command and control dans des canaux utilisés tous les jours. D'accord? Du HTTP, du HTTPS, du DNS, et je vais encapsuler. Qu'est-ce que je t'ai expliqué sur ma vidéo sur les VPN? Je t'ai dit que si t'as pas le choix de quoi? D'utiliser des protocoles qui sont non chiffrés, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un wrapper. T'encapsules
La donnée qui est non chiffrée, c'est un protocole DNS. Ok, c'est un protocole DNS qui est non chiffré. Qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Je vais faire du DOH. Je vais faire du DNS over HTTPS. Ça veut dire que je prends un flux HTTPS, j'envoie toutes mes données dedans, et dans ces données chiffrées, il y a quoi? Il y a des données en clair qui passent sous forme de DNS. Et là, tu vois, les systèmes anti-intrusion, les antivirus et tout ça, ils vont avoir beaucoup de mal, d'accord? Surtout si j'utilise un chiffrement AES, tu peux pas le casser, d'accord? À moins que tu sois une agence de renseignement. Ça veut dire que tu sais qu'il y a du trafic qui circule, ça peut te mettre la puce à l'oreille. Tu vas dire Toto le hacker est en train de nous pirater. Par contre, tu sauras pas les informations que je suis en train d'exfiltrer de ton entreprise, de ton serveur. Ça, faut bien le comprendre. Ça, c'est l'art du red teaming. C'est pour ça que vous devez être bon en tout. Et je vous le répète. D'accord? Alors là, tu vas me dire, ah ouais, mais attends, Saltimbanque, t'es gentil, moi je te connais pas, t'es qu'un simple youtubeur sur YouTube. Les restrictions sur le réseau sortant, ouais, elles sont poreuses. C'est vrai que des fois, c'est un peu la merde, hein, dans les boîtes. T'as des politiques strictes, mais généralement, ça a tendance à gêner les affaires. Hein. Essayer de bloquer tout le trafic sortant. Qu'est-ce qui arrive à l'employé je sais pas, des RH qui essaient de rechercher une loi sur l'État ou une note ou récupérer des CV sur peu importe. Tu vois bien que ça empêche considérablement le fonctionnement de l'entreprise. À partir de là, l'entreprise va te donner les accès qui te permettent de fuiter. Ça va être à toi de mapper le réseau, de comprendre quels sont les canaux de communication que tu peux utiliser, quels sont les protocoles qui sont ouverts vers l'extérieur. D'accord? Donc, en sortie. D'accord? Et la même chose, hein, qu'est-ce qui arrive à l'employé du marketing qui fait des recherches sur la concurrence? Bah là, le travail s'arrête, il a plus accès. Merde. Et qu'est-ce que tu fais? Tu bosses au RH, t'as plus accès à LinkedIn. Mais moi, j'ai besoin de me connecter sur le port 443 en sortie. Laisse-moi mon navigateur parce que j'ai besoin de faire mon taf. Pas de problème. Ok, j'usurpe l'identité d'une des personnes des ressources humaines. Elle a accès en sortie sur le port 443. Mon botnet, mes agents, mes beacons vont utiliser le port 443 des ressources humaines pour pouvoir communiquer avec mon serveur de command and control. Le serveur de command and control récupère toutes les données qui ont été exfiltrées de ma cible et donne de nouveaux ordres aux agents, aux beacons, à mon parc de botnet. Alors bien sûr, ça peut sembler bizarre que l'attaquant essaie de se connecter hors du réseau. Il y a déjà des accès, c'est pas faux. L'attaquant peut obtenir un accès initial à partir d'une pièce jointe, un cheval de Troie, ou l'une des méthodes mentionnées. Typiquement, on va pousser un shell, d'accord? Un shell qui va être militarisé, qui va nous donner un river shell. Jamais attaquer en bind shell. Un shell de liaison, tu vas te casser les dents. Tu vas manger quoi? Tu vas manger le routeur de l'entreprise. Mais si c'est Janine qui travaille aux ressources humaines qui clique sur ta pièce jointe, ou si tu lui dis laisse-moi 30 secondes sur ton ordinateur et tu fais un one-liner dans n'importe quel langage de programmation et que tu le pousses directement de sa machine, eh ben peut-être que tu seras pas détecté. Peut-être que tu as un accès sortant. Et ça, c'est tout le défi de l'attaquant. Le but, c'est d'avoir cette exécution logicielle initiale, le foothold, notre gain d'accès initial, et contourner ensuite les restrictions qui sont basées sur la machine et sur le réseau. Et c'est ça qui va nous permettre de communiquer quand on fait des actions de menaces persistantes avancées, des MPA, APT en anglais, Advanced Persistent Threat. On va communiquer, on va passer des commandes et on va contrôler à distance via des canaux auxiliaires et donner des ordres à notre agent. Et notre agent exfiltre les informations. C'est des techniques d'ingress. Dans l'armée américaine, on a l'ingress et on a l'egress. L'ingress, c'est la pénétration. Ok, t'es un pilote de chasse, tu vas voler en ce qu'on appelle le vol tactique. Tu vas voler au ras des cimes. Si vous avez vu le dernier Top Gun, c'est ça. On pénètre très vite à basse altitude.
Eh ben, nous, on est comme des avions de chasse. Je vous fais tout le temps la métaphore. Tu dois être un bombardier furtif. Mais c'est pareil. On va rentrer très vite dans le système. Rester indétectable le plus longtemps possible. Et le jour où on se fait péter, on sera déjà parti. On aura exfiltré les données, coupé toutes les communications et effacé nos traces sur toutes les machines qu'on aura touchées. Ça, c'est l'art du red teaming. Alors, l'accès bidirectionnel. Je t'ai dit, dans une banque, des fois, tu as besoin de rentrer pour braquer la banque. Une fois que tu as braqué la banque, il va falloir sortir. Et des fois, tu travailles en équipe et tu vas faire que rentrer et sortir. Il y aura plusieurs acteurs qui vont se passer des sacs de billets et du coup, il y en a pas un qui rentre, un autre qui sort. Ensemble, tous en même temps, ils vont braquer la banque, ils vont entrer et sortir. Toi, quand tu lances une cyberattaque, je te fais une métaphore. C'est exactement ça. Tu rentres, tu sors. Les paquets vont rentrer, ils vont sortir. D'accord? Tu vas avoir un réseau avec un accès bidirectionnel. Qu'est-ce qui se passe? On a Toto le hacker, c'est le requin côté gauche. Il lance et il contourne les pare-feux parce qu'il y a eu un river shell qui a ouvert une connexion qui a contourné le pare-feu. À partir de là, il a cette connexion bidirectionnelle. Il peut communiquer avec l'agent, d'accord, qui est sur la machine de Janine, hein, comme je te l'ai dit, qui travaille aux ressources humaines, et elle ne sait même pas qu'on a pris le contrôle de cette machine. Et cette machine, au sein de l'entreprise, va nous permettre de lancer notre cyberattaque en profondeur. Alors un réseau, c'est compliqué. Un réseau, c'est compartimenté. Un réseau, c'est segmenté. Le but, c'est de faire ce qu'on appelle des VLAN. Hein. Le VLAN, c'est des réseaux virtuels. Le but, c'est d'empêcher un attaquant de pouvoir rebondir sur toutes les parties du réseau. Donc on lui met des bâtons dans les roues, on crée des réseaux virtuels. Ces réseaux virtuels, il va falloir les attaquer. On a des attaques au niveau des routeurs, des switches. On va essayer de, si le trunk est mal configuré, c'est ce qu'on vous apprend en réseau, on va pouvoir lancer des attaques. Typiquement, j'utilise Python, j'utilise Scapy pour rentrer et modifier les paramètres des routeurs Cisco, par exemple, ou d'un routeur FortiGate. D'accord? Ça va me permettre de prendre le contrôle. Si j'arrive à accéder à ces cœurs de réseau dans l'entreprise, je peux commencer à modifier les règles de sécurité. Je peux commencer à ouvrir des ports vers l'extérieur. D'accord? Et du coup, il n'y a plus un agent qui communique. Je vais pouvoir déployer tout un réseau de botnet. Il y aura un agent qui va exfiltrer les données. Il y a un autre agent qui va faire de la reconnaissance sur le réseau. Il y a un autre agent qui va attaquer tous les logiciels. Il y a un autre agent qui va dumper tous les hashes des mots de passe sur le contrôleur de domaine. Tu vois, en fait, chaque agent, je vais lui demander de faire une opération bien précise. Je contrôle tous ces agents. C'est mon parc de botnet. Donc voilà, l'accès entrant, il peut être autorisé sur le site web de l'entreprise, mais peut-être aussi pas, tout va dépendre. Hein. C'est à toi de t'adapter. Le but, c'est l'anticipation en rouge. Quand tu lances une cyberguerre, tu dois constamment avoir une longueur d'avance. Tu dois constamment anticiper sur ton adversaire. Je t'ai toujours dit dans les cours de leur enseignement, je t'ai dit tu dois apprendre à penser comme eux feraient. Comment, dans quel état d'esprit ils sont. D'accord? C'est quoi? C'est mardi soir? C'est jeudi soir? C'est samedi soir? Qu'est-ce qu'il y a? Le SOC, il est comment? Il est grand? Il y a beaucoup de personnes? Ils travaillent en 3-8? Il y a constamment quelqu'un qui vérifie le SOC? Ou le samedi soir, ils sont tous en train de faire la bamboula? Et c'est là que je vais mener mes opérations d'ampleur. Ok? Les utilisateurs du groupe informatique, ils peuvent être autorisés à utiliser le protocole de transfert, par exemple FTP, pour télécharger des données. Mais les utilisateurs du segment, qui sont classiques, hein, qui travaillent par exemple aux ressources humaines ou ailleurs, eux, ils seront pas autorisés. D'accord? Donc, tu as tout intérêt tout le temps à cibler les groupes informatiques, ce qu'on appelle l'IT, à cibler les administrateurs, à cibler les partie dirigeante de l'entreprise. Le PDG aura peut-être des droits, hein, la facturation, tout l'aspect fiduciaire. Hein. Tout ça, ça nous intéresse quand on lance une cyberattaque. Non seulement ça va être notre loot, c'est-à-dire pour un Black Hat,
des données qu'il va revendre sur le dark web pour devenir multimillionnaire et se faire péter par le FBI, 3 petits points, fermez les guillemets, ou pour nous, en tant que red teamer, ça va être des preuves. On nous paye pour faire ce boulot. Je vais montrer que je suis rentré et que j'ai récupéré quoi? La fiche de paie du PDG de la boîte? T'imagines le délire? Je sais combien il touche et plein de petits secrets. Tous ces petits secrets, c'est mon loot. C'est ça qui va prouver que je suis rentré au plus profond de l'entreprise. C'est pour ça qu'on me paye. C'est mon métier. Donc l'attaquant, il s'approche d'un réseau bidirectionnel en suivant le moins de résistance. Hein, encore une fois, je t'ai dit, en cybersécurité, quand tu t'attaques, déjà tu t'attaques à l'humain. L'humain est la faille. C'est tout le temps la faille. Si tu as regardé un petit peu Mister Robot, tu comprends ce que je te dis. Ok? Pourquoi m'attaquer à l'ordinateur quand je peux rentrer dans la tête, quand je peux pirater grâce à l'ingénierie sociale, utiliser toutes les techniques que je connais de manipulation pour récupérer le mot de passe. D'accord? Et la personne va me le donner parce que je suis un gars cool, parce que je suis un gars gentil, parce que je présente bien, parce que je suis beau, parce que je la séduis, ou je suis très gentil avec le mec, je vais lui payer un café et pendant 3-4 jours de red teaming, je vais pas arrêter d'être dessus et je vais le travailler au corps jusqu'à gagner sa confiance. D'accord? Et il va me donner des accès, il va me parler de son boulot. Les gens sont curieux. Vous avez qu'à tendre l'oreille, écoutez, laissez parler les gens. Vous allez voir que vous allez apprendre beaucoup sur eux. Donc l'attaquant, il s'approche du réseau bidirectionnel et encore une fois, pour pirater un site web et ensuite ouvrir des portes dérobées, avoir un nouveau chemin qui va nous permettre de pivoter. Tout ça, il n'y a pas de vraie technique. C'est ton expérience. C'est comment toi, tu es à même de juger la situation. Hein, l'attaquant, il va mélanger des approches, il va mélanger des techniques pour le plus grand effet. D'accord? Le but, c'est de tromper ton adversaire. Hein, essaye de jouer avec les équipes bleues. Mais des fois, tu verras qu'elles sont bien meilleures que toi. Et tu vas te faire péter. D'accord? C'est le but du jeu. Le but, c'est d'entraîner les équipes défensives. Toi, t'es un attaquant. Alors, des fois, tu te retrouves comme, je sais pas, un agent du Mossad dans une centrale d'enrichissement de centrifugeuses d'uranium ou de césium. Hein, t'as déjà entendu parler de Stuxnet ou pas? Bref, t'auras pas d'accès extérieur. Ok? Donc un réseau sans connectivité extérieure est communément appelé un réseau isolé. Nous, on parle tout le temps de air gap. D'accord? Tu dois comprendre ce principe. Et bientôt, je te parlerai des techniques qu'on utilise dans le renseignement pour contourner tout ça. Il y a toujours une solution à un problème. D'accord? Donc le air gap, ça a été inventé avant les réseaux sans fil. Hein? On avait des réseaux qui étaient physiquement séparés d'Internet et l'accès et le contrôle était fait par une présence physique. D'accord? On avait des grilles, on avait des murs, on avait des miradors, on avait des gardes, on avait des serrures, d'accord? Au niveau des bâtiments qui abritaient ces ordinateurs. Donc tu comprends bien que là, ça devient compliqué. Il faut avoir un USB key drop. Hein. On va lancer une clé militarisée et on va pouvoir intercepter les communications. On va faire des attaques de canaux auxiliaires, des side channel attaques. On va lancer des attaques Tempest. Ok? Techniquement, je peux intercepter ce que tu tapes sur ton clavier. Je peux voir ton écran à distance. Avec juste les LED de ton disque dur qui clignotent, je peux extraire des clés de chiffrement à distance. Plein de techniques. Je vous en parlerai. Donc un réseau isolé, ça pousse le compromis entre la sécurité et la commodité à l'extrême. Encore une fois, c'est comme tout en cybersécurité, en sécurité de l'information. Ok, tu vis quoi? Tu vis dans une grotte? Ces ordinateurs sont pas connectés à Internet? Mec, parfait, t'as trouvé la solution. T'es intouchable. Et comment tu fais pour communiquer avec l'extérieur? Comment tu fais tes mises à jour? Comment tu vas sur Internet? Ok? T'es tout seul dans ta grotte
au bout d'un moment, tu vas dépérir, tu vas péter un plomb. Donc les réseaux isolés, c'est toujours ça. C'est le compromis entre la sécurité et aussi la commodité. Parce que de temps en temps, il faut faire des mises à jour. Parce que tu peux pas tout le temps t'amuser avec des disques durs externes ou des clés USB, d'accord, sur tes B serveurs. Donc, c'est la configuration du réseau qui est la plus sécurisée possible, certes, pour se protéger des menaces extérieures, mais c'est aussi la plus gênante pour le partage d'informations ou l'administration. Je te dis, moi, je suis sysadmin. Qu'est-ce qu'il y a? Je me connecte à la console d'administration, ok, d'une B serveur, d'un HPAR, n'importe quoi, ok, une grappe de disque dur, ce que tu veux. Je peux prendre le contrôle, ok. Il y a un ordinateur, il y a un SOC, je te l'ai déjà expliqué. Il y a un système on chip qui tourne tout seul, indépendamment de la B serveur, ok. Si j'accède à cette console d'administration, je peux tout faire. Je peux faire des modifications, je peux faire des mises à jour, je peux modifier le système, je peux l'arrêter, je peux le redémarrer. Et ça, je le fais à des milliers de kilomètres. D'accord? Mais si tu me bloques ça, qu'est-ce qu'il y a? Je vais devoir prendre l'avion, mon passeport, et partir à l'autre bout du monde pour me connecter à la B serveur et faire ce que j'ai à faire. D'accord? Donc tu vois bien que, encore une fois, c'est compliqué. Donc le plus sûr, cependant, ça veut pas dire invulnérable, c'est que on essaye tout le temps de relever la barre en termes de cybersécurité. L'attaquant, il doit violer la sécurité physique, essayer de corrompre, de faire chanter les utilisateurs, de les manipuler via des techniques MICE, comme on utilise dans l'enseignement. Et le but, c'est d'utiliser l'ingénierie sociale pour qu'ils fassent les choses à notre place. Hein. On a quelques exemples théoriques qui ont été couverts. Les clés USB, tu fais du USB key drop, tu laisses plein de clés USB, hein, et tu mets confidentiel, tu mets facturation, tu mets sextape 2022. Ok? Rigole pas, ça marche. Ok? Et les gens sont curieux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont récupérer. Ils vont récupérer des clés USB, ils vont récupérer des téléphones, ils vont récupérer des ordinateurs portables, ils vont les déplacer et ils vont les rentrer dans dans le réseau, dans la place, d'accord? Et tu comprends bien pour une agence de renseignement ou pour un red teamer, la puissance. Si ces clés USB, elles ont été militarisées, si ces téléphones, ils sont militarisés, si ces ordinateurs, ils sont militarisés, t'as bien compris qu'à partir du moment où tu vas les démarrer, ou même sans que tu t'en rendes compte, ils vont venir attaquer ton réseau. D'accord? Et on a des exemples concrets, c'est pas de la science-fiction. Si tu crois tout ce que je te raconte que c'est de la science-fiction, c'est que tu as de sérieuses lacunes en cybersécurité. T'as pas lu, t'as pas dû lire les documents de Snowden. D'accord? Encore une fois, j'invente rien. Tout ça existe. Tout est en open source. Je travaille pas pour le renseignement. Ça se saurait, non? Donc Kevin Mitnick, je vous en parle tout le temps. Il a exploité la sécurité physique, il a eu accès au système de télécommunication. Le mec, il se déguisait en réparateur de téléphone. Il utilisait le bon jargon de technique d'ingénierie sociale. Il arrivait pas comme ça, wesh, ma gueule, ouais, tu veux bien me donner ton téléphone et tout. Il arrivait, écoutez, bonjour, je m'appelle Jean-Michel, je travaille au support technique. On est en train d'installer un système antivirus sur tous les téléphones de la boîte. Ça vous dérange pas que je vous l'emprunte? Et la dame, elle va faire, mais oui, jeune homme, allez-y. Vous avez l'air plein de confiance. Vous avez l'air quelqu'un de sérieux. Ok? Mais tu vas pas agresser les gens. Tu vas utiliser l'ingénierie sociale. Plus tu seras sûr de toi, plus tu vas rentrer au bluff, plus c'est gros, plus ça passe. Ok? Et ça, vos politiciens l'ont bien compris. Comment on manipule des peuples à l'échelle d'une planète, même, j'ai envie de dire, pas que d'un pays. Ça, c'est l'art de l'ingénierie sociale. D'accord? Donc, si tu me connais pas, et je te jure, je viens gratter l'amitié si j'arrive à te manipuler, si j'arrive à être gentil, si j'arrive à t'inspirer confiance, parce que j'ai un beau costard, parce que je présente bien, parce que je sens bon, parce que je suis beau, parce que j'ai l'air professionnel, parce que j'ai pas peur, et je suis en train de te manipuler, et je n'ai pas peur, parce que c'est mon métier. Eh ben, voilà. Tu vas pas voir la différence. Tu vas faire confiance. Si je te dis que l'équipe technique a besoin de ton ordinateur et il faut que je le réquisitionne
pour lancer une mise à jour sur ton ordi, tu vas voir que 99% des salariés, toi, tu vas me dire, ouais, mais non, Saltin, tu me prends pour un con. Chez moi, ça marcherait pas. Mais toi, peut-être, t'as été formé, t'as réfléchi à ces problématiques. Mais toi, t'es qui? Et toi, moi, je suis moi. D'accord? Tous les autres, ils sont pas au courant de tout ça. Tu crois qu'ils vont sur la chaîne de Saltimbanque? Pourquoi? Pour écouter des cours sur la cyberguerre d'un gars qui a jamais travaillé pour l'armée et ni pour le renseignement. Tu crois que les gens font ça? Sérieusement? Tu crois? Moi, je crois pas trop. Les gens se font influencer et c'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que je te dis, t'as intérêt à attaquer les gens, pas l'ordinateur. C'est beaucoup plus facile parce que les gens n'ont pas ce système de défense. Ils ne savent pas quand ils sont attaqués. Et c'est beaucoup plus facile de patcher un ordinateur, patcher une personne. Il faut que la personne, elle soit déjà consciente de ses propres faiblesses, de ses propres lacunes, d'accord? De ses propres failles. Mais ça demande beaucoup de qualité, notamment la qualité d'introspection. Quand est-ce que tu as réfléchi à tes failles? Tu connais tes faiblesses? Tu sais qu'une partie adverse pourrait utiliser ses faiblesses pour te manipuler, pour te faire des choses contre ton gré? On a tous des failles, mais je suis sûr que tu n'as même pas réfléchi à tes propres failles. Parce que tu penses peut-être aux failles des autres, mais toi, quelles sont tes failles? Qu'est-ce que tu fais pour les patcher? Qu'est-ce que tu fais pour les corriger? Et ça, c'est un travail intellectuel, c'est un travail psychologique. Ça demande une connaissance de soi-même. D'accord? Si tu connais rien à la vie, tu pourras pas te patcher. Donc tu es faillible. Donc j'ai plutôt intérêt à te hacker toi, plutôt que hacker ton ordinateur, qui a peut-être de très bons systèmes de défense. Tu comprends ça? Donc le but, c'est d'obtenir les accès. Mais quand je rentre dans un lieu, je casse aucune serrure. Je désactive juste les alarmes. D'accord? Je crochette les portes. Ça, c'est le pentest physique. Eh ben, c'est pareil. C'est une métaphore. D'accord? Pourquoi je me ferais chier à pirater les ordinateurs si je peux pirater les gens? D'accord? Mais je le fais dans le cadre de mon boulot. Je suis un hacker éthique. Je passe pas mon temps dans ma vie privée à manipuler les gens. T'imagines bien? Sinon, j'aurais fait sciences politiques. Je serais devenu président de la République. J'ai autre chose à foutre. Tu l'as bien compris. Donc en 2010, on a quoi? Eh ben, Stuxnet. On y revient. Le vert. Et on a eu des opérations qui ont été menées par le Mossad, par la NSA, pendant un certain temps. Et un jour, eh ben, ils se sont rendus compte. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de se faire péter. D'accord? Donc la méthode d'introduction de Stuxnet, elle est encore inconnue, hein, et elle risque de le rester, hein, puisque là, on rentre vraiment dans la cyberguerre, on rentre vraiment dans le renseignement, d'accord? Et il est possible que même la personne, peut-être, hein, l'a fait de façon involontaire, d'accord? Elle a déplacé des données sur le réseau, elle n'a pas réalisé qu'on lui avait donné une autre clé, elle pensait que c'était la sienne. On a peut-être fait du USB key drop, où je vous ai donné ma version des choses, c'est qu'on est passé par le réseau électrique. Je vous ai dit que la NSA, le Mossad, l'unité 8200 sont capables d'utiliser les réseaux électriques, pas besoin de CPL pour eux. Je vous ai dit que ce sont des magiciens, ils sont capables de rentrer n'importe où et de contourner tous les systèmes de défense. Pourquoi? Parce que le virus, il se propage pas sur un réseau informatique, il se propage sur le réseau, tu l'as compris, électrique. Ok? Ça n'engage que moi. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Je n'ai pas la vérité. Je ne suis qu'un simple YouTuber. Et puis voilà. Après, entre élucubration d'un esprit malade sur YouTube, possédant une chaîne de 1000 abonnés, type Saltimbanque, et un gars qui travaillait pour le renseignement, Edward Snowden, a dû vous ouvrir. Vous avez vu ces menaces d'initiés. Maintenant que vous vous intéressez à l'intelligence, au renseignement, qu'est-ce que vous foutez sur ma chaîne? C'est juste pour les CTF? Ou c'est aussi pour mes vidéos sur le renseignement, sur l'OSINT, ok? Sur la cyberguerre? Ok? Snowden, il vous l'a dit.
Il vous a dit qu'il y avait un nombre incalculable de documents classifiés de l'Agence de sécurité nationale qu'on appelle la NSA, et il les a remis à la presse. Réveille-toi. Tu t'étais où? Tu vivais dans une grotte ou quoi? En 2012, en 2011, 2012, 2013, tu foutais quoi? Tu jouais à Fortnite? Ça n'existait pas encore à l'époque. Encore une fois, hein, le réseau, il peut avoir été isolé, ça n'a aucune importance pour les agences de renseignement. Et nous, Red Teamer, on utilise les techniques des agences de renseignement. Puisque quoi, Saltabank, à un certain niveau, t'a expliqué que le hacking et les techniques de renseignement fusionnent. D'accord? On utilise les mêmes techniques que les gars du renseignement. Les gars du renseignement utilisent les mêmes techniques que nous. Mais eux ont quoi? Le temps, l'argent, les possibilités et des quantités de ressources illimitées. Ce que nous, on n'a pas. Parce qu'on travaille dans le monde civil. Eux travaillent dans le monde militaire, dans le monde du renseignement. Ok? La NSA, je rappelle, n'est pas affiliée à l'armée américaine. Ce sont des fonctionnaires de la fonction publique de l'État fédéral américain qui travaillent à la NSA. Il y a des sous-traitants. D'accord? Donc je m'arrêterai là, c'est encore pas fini. Il y aura 2, 3 vidéos et on passera enfin à la défense. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un réseau isolé, air-gap, l'attaquant il va trouver un moyen. T'inquiète pas, de corrompre, de compromettre un initié, un insider. Essayer de faire une clé USB, faire des attaques de side channel. Je te parlerai bientôt de toutes les attaques qu'on connaît, nous, civils, ok? Et si il y a des gars dans l'enseignement qui peuvent nous donner d'autres astuces, moi je suis preneur, ok? Mais plus sérieusement, une fois que tu as des objectifs, encore une fois, dans le monde militaire ou du renseignement, c'est pas un problème. L'accès physique, tu le trouveras toujours. Tu vas utiliser les techniques MICE pour compromettre une cible ou tu vas faire des attaques Tempest pour intercepter les communications et siphonner. Eavesdropping, attaque de l'homme du milieu. D'accord? Donc voilà, comment on donne l'accès légitime, c'est ce que veut l'attaquant. Le défi de l'attaquant, c'est de contourner les contrôles d'accès, d'usurper l'identité, de corrompre une personne autorisée à passer. On fait le même boulot qu'un espion, ni plus ni moins. On n'utilise pas les mêmes techniques. Mais les espions, les cyberguerriers qui travaillent pour les armées utilisent nos techniques avec des logiciels bien plus sophistiqués. Tu le sais, hein, encore une fois. Mais tu comprends bien que le Red Teamer, c'est le petit frère de quoi? Bah, du gars qui travaille dans le renseignement opérationnel, en tant que cyberguerrier, qui travaille pour le secteur militaire, pour le renseignement militaire, qui travaille pour les agences de renseignement. D'accord? Et à un très haut niveau de red teaming, eh ben, tu t'approches des techniques qu'on utilise dans le monde militaire. D'accord? Ça, faut vraiment que ça soit clair. C'est pas de la fabulation, c'est pas une théorie du complot. D'accord? Donc la manière exacte dont on aborde ces techniques changera en fonction de la nature du réseau. Quoi qu'il en soit, le premier principe d'accès signifie que même si cette tâche peut être rendue extrêmement difficile, elle est toujours possible. Tous les systèmes de sécurité ont une faiblesse, les utilisateurs légitimes et les personnes humaines sont le maillon faible. Donc de facto, elles sont exploitables. Le contrôle est une illusion, comme dit Mr. Robot. On a tous nos failles. La partie malveillante va trouver tes failles, va venir les exploiter. Fais attention à toi, prends soin de toi, apprends à te connaître, corrige tes failles, patch ton système d'exploitation, sinon on connaîtra tes faiblesses. D'accord? Le jeu, l'argent, le sexe, les drogues, peu importe, on aura des moyens pour te faire chanter. Ok? On va te mettre dans des situations compromettantes. On va analyser ta vie privée et on connaîtra tes failles. D'accord? On va rentrer dans ta vie, on va rentrer dans ta tête et ça peut être très dangereux. Donc comment tu peux te défendre? C'est en arrêtant de faire des conneries sur Internet, en arrêtant même de faire des conneries dans ta vie, d'accord? Compartimente ta vie professionnelle, ta vie sentimentale et ta vie publique. C'est très important, d'accord? Tu dois utiliser les mêmes techniques qu'on utilise dans le renseignement. Compartimentation de l'information, sécurité des opérations, d'accord? Mais ça, si t'es jeune, tu peux pas comprendre.
Ok? Si t'es trop vieux, c'est trop tard. T'as déjà exposé une bonne partie de ta vie sur Internet. D'accord? Mais il est jamais trop tard. Il est jamais trop tôt. Donc que vous soyez jeune ou vieux, tout ce que je vous dis, c'est pas pour aller pirater la NSA. D'accord? C'est pour que vous compreniez la mentale de ces gens-là. Des gens qui travaillent dans l'enseignement, des gens qui sont les cyberguerriers, des gens qui travaillent pour le renseignement militaire, des gens qui sont comme moi, des red teamers. Je m'arrêterai là. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.